Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes au Liban, à Beyrouth, le 16 mars 1985. Le directeur de l'Associated Press au Liban, qui s'appelle Terry Anderson, c'est un Américain, il est au volant de sa voiture, il est à l'arrêt, vitres ouvertes et en train de bavarder avec son collègue journaliste Donald Mell, qui est à l'extérieur de la voiture. Ils viennent de finir une partie de tennis. Et voilà qu'une Mercedes verte, elle n'a pas de plaque d'immatriculation, s'arrête tout près d'eux. Donald l'a déjà vu passer cette voiture 2 fois pendant la partie de tennis et il avertit Terry. « Oh, j'aime pas ça », dit-il, « tire-toi ». Terry passe la marche arrière, trop tard. 3 hommes ont déjà surgi de la Mercedes. Ils menacent d'une arme les 2 Américains. Ils extraient Terry de sa voiture et le poussent dans le véhicule vert qui démarre en trombe. Et quelques jours plus tard, le djihad islamique revendiquera l'enlèvement de Terry Anderson. Or, 1 an plus tôt, jour pour jour, c'était le 16 mars 1984, un autre Américain avait été enlevé, un diplomate selon Washington, William Buckley, en fait rien moins que le chef du bureau de la CIA au Liban. En juin 1985, c'est le doyen de l'université agronomique américaine qui avait été capturé, Thomas Sutherland. Et on peut dire que maintenant, les otages américains au Liban sont au nombre de 7, enlevés parfois par le djihad islamique, parfois par le Hezbollah. La CIA sait que ces 2 organisations sont financées par l'Iran, bien sûr, et armées par l'Iran. Qui dirige l'Iran à l'époque? Bien sûr, l'ayatollah Khomeini, en tout cas depuis la révolution islamique de 1979, on a eu l'occasion de parler de tout ça. Le but des enlèvements, c'est de faire pression sur les États-Unis pour obtenir la libération d'Iraniens ou les dissuader de s'engager dans la région ou même encore les obliger à respecter des engagements commerciaux qui avaient été pris avant la révolution de 79. C'est très intéressant ça. On a vécu la même chose en France, c'est-à-dire que des engagements avaient été pris avec l'Iran du Shah et ensuite l'Iran islamique a demandé le respect par les Occidentaux de ces engagements après la révolution. Et évidemment, c'était très compliqué. Et ce que je dis est tout particulièrement vrai en matière de livraison d'armes. L'Iran a un besoin vital d'armes parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, le pays est en guerre contre l'Irak de Saddam Hussein. Ça fait 5 ans, depuis 1980. Jusqu'en 1979, l'Iran s'approvisionnait en armes auprès des États-Unis. Et maintenant, il faut arriver à entretenir ce matériel et à le renouveler. L'ancien président américain, le démocrate Jimmy Carter, avait décrété un embargo sur les ventes d'armes à l'Iran. Et son successeur à la Maison-Blanche depuis 1981, le républicain Ronald Reagan, affirme poursuivre cette politique. En 1983, Reagan a même accentué l'embargo sur les armes à l'Iran en obligeant les autres pays à appliquer cet embargo. En tout cas, ça c'est la position officielle. Alors, il y a des otages. Reagan est au début de son 2e mandat. Il reçoit à la Maison-Blanche les familles des otages. Il est marqué par la douleur qu'il perçoit chez tous ces gens. Et puis, il a vu 3 vidéos que les ravisseurs de Buckley, donc le chef de la CIA au Liban, ont fait parvenir et on les voit torturer ce pauvre Buckley. Reagan écrira dans ses mémoires: « Aucun problème ne fut plus frustrant pour moi pendant ma présidence que celui de ramener les otages américains à la maison. » Franck Ferrand sur Radio Classique. Et le président est dans cet état d'esprit quand son conseiller à la sécurité, le célèbre Robert McFarlane, qui est un ancien marine, vient lui rendre compte d'une proposition qu'il a reçue. Il se trouve que Adnan Khashoggi, c'est le riche magnat du pétrole saoudien, Khashoggi a fait passer un message par l'intermédiaire d'un diplomate israélien. Selon lui, il existerait au sein du gouvernement iranien une fraction modérée, désireuse de rétablir les liens avec les États-Unis, avec un but qui est d'obtenir toujours la reprise des ventes d'armes à l'Iran. Et en échange, ces modérés pourraient faire libérer les otages américains. Avec quand même un obstacle de taille, c'est que les États-Unis ont eux-mêmes imposé cet embargo sur les ventes d'armes à l'Iran à tous leurs alliés. Khashoggi a un plan. C'est à Israël que les États-Unis vendront les armes et ensuite Israël pourra revendre ses armes à l'Iran. Et puis Israël reversera l'argent aux États-Unis. Khashoggi s'est déjà arrangé pour obtenir l'accord des Israéliens. Reagan
devrait immédiatement rejeter ce pacte. Enfreindre l'embargo qu'il a édicté, compromettre Israël, c'est non seulement juridiquement illégal bien sûr, mais politiquement c'est risqué. Eh bien, le président Reagan est plus hésitant. Voilà ce qu'il répond. Punaise, c'est une super nouvelle. Comment est-ce qu'il pense procéder? Et quand? La scène suivante se passe à l'hôpital quelques semaines plus tard. Reagan vient d'être opéré d'une tumeur cancéreuse au côlon. Il a 74 ans à l'époque. Il a du mal un petit peu à se remettre. Et le conseiller à la sécurité, donc McFarlane, lui rend visite à l'hôpital pour lui annoncer que le dossier avance. Le Saoudien Khashoggi est en contact avec un ancien officier iranien qui s'appelle Manoucher Ghorbanifar. C'est un proche des modérés iraniens. Ces Iraniens, explique McFarlane, veulent un gage de bonne volonté. Ils demandent la livraison tout de suite de 100 missiles anti-chars, dès maintenant. Le ministre des Affaires étrangères, Schultz, et le ministre de la Défense, Weinberger, vont s'opposer évidemment à cette initiative, mais ils estiment qu'il y a trop de risques, il n'y a aucune garantie, etc. Ils disent que l'Iranien Ghorbanifar est un faussaire. Reagan les écoute, il fait oui de la tête, mais à la fin du mois de juillet, il ordonne à McFarlane de faire en sorte que ce truc-là fonctionne. Vous avez bien compris que le président américain vient de mordre à l'hameçon. Vous écoutez Radio Classique. Le président Reagan et son conseiller McFarlane ont dit oui au contact iranien Ghorbanifar pour la livraison de 100 missiles anti-chars en échange de la libération des otages américains. La Maison-Blanche et la CIA espèrent favoriser les modérés du régime iranien. C'est en tout cas comme ça sans doute que le président américain se donne bonne conscience. Et c'est à ce moment-là que Ghorbanifar répond par de nouvelles exigences iraniennes. C'est plus 100 maintenant, c'est 500 missiles qu'il faudrait. Et il devient ce contact un peu plus évasif quant à la libération des otages. Au début, il assurait qu'elle était tout à fait évidente, acquise. Maintenant, il explique que le gouvernement iranien peut seulement faire pression sur les ravisseurs du Hezbollah. Au début, il s'agissait des 7 otages. Maintenant, on ne parle plus que d'un otage. Vous voyez que tout ça devient quand même très flou. Seulement, Reagan ordonne quand même la livraison des 500 missiles, 100 avant la libération des otages et 400 après. Seulement, sitôt livrés les 100 premiers missiles, Ghorbanifar fait savoir que les Iraniens exigent la totalité avant de libérer le premier otage. Le conseiller à la sécurité commence à avoir des doutes. McFarlane, est-ce qu'il ne serait pas en train de livrer des armes en fait aux pro-Khomeini et non pas à ses opposants? Reagan décide quand même d'avancer, de passer outre. « Go on », dit-il. « Livrez, allons-y, livrez ». Et le 15 septembre 1985, le Hezbollah libère un otage, un seul. C'est le révérend Benjamin Ware. Les Américains espéraient la libération de Buckley, leur chef de la CIA au Liban. Ils ignorent qu'il est mort en fait, sous la torture. Depuis déjà 3 mois, il est mort à Téhéran, Buckley. Ça, les Américains ne le savent pas. Pour les autres otages, Ghorbanifar maintenant fait savoir ça à McFarlane, que l'Iran veut des missiles anti-aériens Hawk. Reagan hésite cette fois, mais il finit par céder. On va bien expédier les missiles à Israël, qui les fait transiter ensuite par Lisbonne, entre parenthèses. Problème, à Lisbonne, les autorités douanières bloquent tout ça, en tout cas, ils bloquent l'avion. Les missiles sont tout de même livrés, mais les Israéliens prennent peur. Ils comprennent que les opérations deviennent presque impossibles et ils décident de se retirer de cette espèce d'arrangement. Résultat, maintenant, le lien entre la Maison-Blanche et la prétendue branche modérée iranienne va devoir se faire directement. Il n'y a plus d'intermédiaire. Voici ce que nous dit Françoise Coste dans la biographie qu'elle a publiée à propos de Reagan, éditée chez Tempus en 2018. Reagan suivit l'initiative iranienne quasiment au jour le jour, tout au long de l'automne 1985, avec une trépidation certaine, comme si c'était une aventure de cap et d'épée qui lui était donnée de jouer pour de vrai. Elle devint ainsi, dans son journal, « Notre truc clandestin, une opération complexe connue de très peu parmi nous ». Et le secret était tel que, je cite, « Je ne peux même pas écrire dans ce journal ce que nous préparons ».
Les Iraniens se plaignent parce que les missiles qu'on leur a livrés, paraît-il, seraient trop vieux et ils refusent de payer. Surtout, ils refusent de libérer tout nouvel otage. En revanche, ils ont déjà commandé 4000 nouveaux missiles. Ah là, McFarlane est complètement accablé. Il jette l'éponge et même il démissionne. Et c'est John Poindexter qui va organiser la livraison au début de 86. Pour quel résultat? Ah mais pour aucun résultat, il n'y a toujours pas de libération d'otages. Comment expliquer que l'administration Reagan, que la petite équipe autour du président continue, persévère dans ce qui apparaît de plus en plus comme un marché de dupes? Eh bien c'est qu'il existe sans doute à ce marché une autre motivation américaine. Il faut en effet peut-être se demander ce que deviennent les bénéfices de ces ventes d'armes clandestines. Où va l'argent? Eh bien, ça, c'est l'autre volet de ce qui est en train de devenir une des plus incroyables affaires de l'histoire américaine de cette fin de siècle. En plus des otages, Reagan a une autre obsession qui est bien connue, qui est la lutte contre le communisme, l'empire du mal, enfin vous vous rappelez tout ça. Il s'emploie au premier chef à miner partout les avantages de l'Union soviétique, mais aussi à saper les régimes socialistes qui seraient susceptibles de s'installer en Amérique du Sud. Et il y a un pays qui l'inquiète plus que les autres, c'est le Nicaragua, bien sûr. En 79, une révolution a fait tomber la dictature de Somoza, qui était un dictateur de droite, et en 84, les élections ont porté au pouvoir Daniel Ortega. Ortega est un socialiste issu du mouvement révolutionnaire sandiniste et ça, pour Reagan, c'est une véritable menace, une menace vitale pour les États-Unis. Une tête de pont qui servirait de camp d'entraînement pour le terrorisme, le trafic de drogue, la subversion et la tyrannie communiste, écrit-il. Reagan veut donc soutenir un groupe paramilitaire qui se lance dans la guérilla contre le gouvernement d'Ortega. Ce groupe, c'est la Contra. Les hommes, on les appelle les Contras, les héritiers des braves hommes et femmes de France qui avaient rejoint la résistance, dit Reagan. Il est complètement dans cette histoire. Et pour financer ce soutien, il a besoin de l'aval du Congrès. Or, bien sûr, le Congrès refuse. Et même, il interdit à la CIA de soutenir la guérilla des Contras. Reagan et le patron de la CIA de l'époque, Bill Casey, vont devoir utiliser donc une autre agence pour soutenir les Contras. Ce sera le Conseil de sécurité nationale, qu'on surnomme l'Enterprise, qui est piloté directement par la Maison-Blanche, par John Poindexter et Oliver North. L'Enterprise emploie des anciens de la CIA, des mercenaires, des marchands d'armes, vous voyez un petit peu le petit monde là qui gravite. Pour livrer secrètement des armes aux Contras et envoyer des instructeurs clandestins, évidemment qu'il faut des fonds occultes. Eh bien, les dollars en question, ils proviendront directement des ventes d'armes à l'Iran. Ça tombe bien parce que depuis le début, ce n'est pas la CIA qui expédie ces armes à l'Iran, mais c'était déjà l'Enterprise. D'ailleurs, désormais, les dollars qui sont versés par l'Iran sur les ventes d'armes et ceux dépensés par les Contras transitent sur un même compte en Suisse. Reagan soutient les deux opérations illégales, une en Iran pour récupérer les dollars, l'autre au Nicaragua pour les dépenser, si je puis dire. Tout ça dans le dos du Congrès, bien sûr, et en proclamant Urbi et Orbi, ne négocier sous aucun prétexte avec les terroristes iraniens. Il n'est pas question non plus, n'est-ce pas, d'intervenir au Nicaragua. Franck Ferrand sur Radio Classique. Printemps 1986, pour le moment, un seul otage américain a été libéré. Mais les hommes du président, donc Poindexter, North, préparent une 4e livraison d'armes à l'Iran pour un montant de 12 millions de dollars, dont 8 devraient directement aboutir au Nicaragua, n'est-ce pas? Cette fois, l'Iranien Ghorbanifar fait même miroiter aux Américains une rencontre à Téhéran avec Rafsanjani, qui est le président du Parlement iranien et qui serait, lui, favorable à une libération de tous les otages. Le 24 mai 86, McFarlane, entre parenthèses, McFarlane est sorti de sa retraite pour l'occasion. Avec 4 autres agents, il atterrit à Téhéran pour cette fameuse rencontre. Et à l'aéroport, ils s'attendent à un accueil officiel, mais en fait, c'est Ghorbanifar qui est là et qui les récupère. Tout ce qu'il y a de plus officieux. Et encore avec 2 heures de retard pour les conduire dans un hôtel qui n'est pas du tout un palace.
Au bout de plusieurs jours, un conseiller de Rafsanjani vient quand même dire « Messieurs, il n'y a jamais eu d'accord pour que vous rencontriez un seul membre du gouvernement. Quant à la libération des otages, elle n'est pas d'actualité. » Bref, vous avez bien compris ce qui s'est passé. Ghorbanifar a embobiné tout le monde. Macfarlane est sidéré. Lui qui est revenu aux affaires pour l'occasion, il est humilié et surtout, il va rentrer bredouille. On interrompt quand même la 4e livraison d'armes et dans son journal, Reagan note qu'il a le cœur brisé. Ghorbanifar parvient quand même à rattraper le coup. En s'appuyant sur le raidissement américain, il obtient la libération d'un 2e otage. C'est un prêtre, c'est Lawrence Jenko. North, pour autant, n'a pas renoncé au plan, mais il voudrait un nouvel interlocuteur. Le nouveau contact, ce sera, ça vous rappelle sans doute quelque chose, c'était Ali Baramani, qu'on présente comme le neveu de Rafsanjani. Il vient d'ailleurs à Washington en septembre 86, Baramani. Reagan est plein d'espoir, mais les espoirs en question sont vite douchés, puisque à Beyrouth, 3 nouveaux Américains sont pris en otage. Vous allez me dire, ça va interrompre complètement les livraisons d'armes. Eh bien, pas du tout. Il y a une nouvelle livraison qui aboutit quand même à la libération du directeur de l'hôpital américain de Beyrouth, David Jacobsen, un de ces otages en question. Voici le bilan que nous dresse Françoise Coste, parce qu'il faut arriver à s'y repérer entre ceux qui sont libérés et les nouveaux otages. Reagan et les barbouzes de l'Enterprise avaient réussi à faire libérer en tout et pour tout 3 otages. Comme 3 nouveaux otages avaient été kidnappés dans le même temps, la somme était nulle, sauf pour le régime de Khomeini, qui avait reçu des tonnes d'armement, et pour les chefs des Contras. Franck Ferrand sur Radio Classique. Au Nicaragua, justement, le 5 octobre 86, un avion clandestin survole la jungle. Un poste anti-aérien de l'armée sandiniste le repère, tire un missile, l'avion est touché et voilà qu'il s'écrase dans la jungle. Il transportait des tonnes d'armes américaines et le lendemain, les Nicaraguayens capturent le seul rescapé, l'américain Eugene Hasenfuss. Après quelques jours d'interrogatoire, il craque, Hasenfuss. Il dit la vérité. Oui, je travaille pour la CIA, dit-il. Et parallèlement, le 3 novembre 86, à la veille des élections américaines de midterm, vous savez, de mi-mandat, Rafsanjani révèle par une agence de presse iranienne la visite de Macfarlane à Téhéran et l'achat des armes. C'est une bombe terrible qui éclate sur les belles pelouses de la Maison-Blanche. Le lendemain, qui est le jour des élections, le New York Times relaie le scoop. L'administration Reagan vend des armes à l'Iran pour libérer les otages. Reagan nie tout en bloc, bien sûr. Le soir, les républicains vont perdre les 2 chambres et le Congrès lance une enquête sur ce qu'on appelle désormais l'Iron Gate. Voilà ce que c'est, cette histoire de l'Iron Gate. 3 semaines plus tard, le ministre de la Justice, Meese, va révéler au cours d'une conférence de presse l'autre volet de l'affaire. Donc, le fait que certains bénéfices des ventes d'armes à l'Iran ont été détournés au profit des contrats pour le Nicaragua. Dans la même conférence de presse, le président Reagan se contentera d'expliquer qu'il n'a pas été entièrement informé de tout ce qui se passait. Il maintient que les buts de l'opération iranienne étaient bien fondés, mais il sait que malgré les 2 ans qui lui restent à la Maison-Blanche, sa présidence vient en vérité de s'abîmer dans la jungle du Nicaragua. Vous écoutez Radio Classique.